Bonjour à tous et à toutes. Vous connaissez tous l'affaire Dreyfus, mais saviez-vous que le premier Dreyfusard, la première personne à avoir défendu le capitaine Dreyfus, à avoir cru en son innocence, c'était sa femme, Lucie Hadamard, est née le 23 août 1869 à Chatou dans les Yvelines. Elle est issue d'une famille juive bourgeoise, originaire de Lorraine. Son père David a réussi dans le négoce des diamants et sa mère Louise est fille de polytechnicien. Elle reçoit une éducation classique des jeunes filles bourgeoises. Elle ne va pas à l'école, mais elle a des précepteurs qui viennent chez elle. Ses deux grandes passions, c'est la couture et le piano. Elle va régulièrement à des concerts. Pour ses 18 ans, ses parents lui organisent un grand bal, qui est d'ailleurs un des premiers bals éclairés à l'électricité à Paris. À l'automne 1889, elle a 19 ans, elle rencontre celui qui va devenir son futur mari, Alfred Dreyfus. Elle le rencontre grâce à son cousin David, qui est lui aussi polytechnicien. Alfred et Lucie entament une relation épistolaire. Alfred a 10 ans de plus qu'elle, ce qui est assez courant dans les familles bourgeoises à l'époque. Lui, il est originaire d'Alsace, il vient d'une famille un peu plus modeste. Son père a créé une filature de coton. C'est le benjamin d'une famille de 7 enfants. Les deux tombent rapidement amoureux et le 20 avril 1890, ils se marient à la Grande Synagogue de Paris, aussi appelée la Synagogue de la Victoire. C'est le rabbin Zadok Khan qui les marie. Peu de temps après, Alfred réussit son concours pour entrer à l'école de guerre, une sorte de grande école pour les officiers. Il dit à Lucie « C'est vous, ma chère, qui m'avez porté bonheur ». Les deux amoureux s'installent aux 5 avenue du Trocadéro. En 1891, Lucie donne naissance à un petit garçon, Pierre. En 1893, naît une fille, Jeanne, mais cet accouchement se passe mal. Lucie faillit y perdre la vie et pour l'assister, les Dreyfus prennent une domestique d'origine alsacienne qui sera à la fois nounou et cuisinière. Ça se passe plutôt bien. Alfred travaille au ministère de la Guerre, rue Saint-Dominique, à 20 minutes à peu près de son domicile. Le 15 octobre 1894, leur vie va basculer. Alfred reçoit une convocation de sa hiérarchie. Il est surpris parce que sur la convocation, il est bien marqué qu'il doit venir en tenue de ville, en tenue bourgeoise et pas en uniforme militaire. Lucie le rassure, Alfred n'a eu jusqu'alors que des avis positifs de ses supérieurs. Il s'en va donc plutôt tranquille. À 13h, Alfred n'est toujours pas revenu et la domestique annonce Monsieur Dupaty de Clam. L'officier fait un baise-main à Lucie et lui dit froidement « J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer ». Lucie, elle commence à paniquer, elle s'inquiète pour Alfred, elle lui demande « Est-ce que mon mari est mort ?» Il lui répond « C'est pire que cela ». Elle demande « Est-ce qu'il a fait une chute de cheval ?» Enfin, Monsieur Dupaty de Clam lui répond qu'il a été incarcéré. Une foule de questions se bouscule dans la tête de Lucie. Il lui dit « Un seul mot de plus serait sa perte définitive. Le seul moyen de le sauver, c'est le silence. » Il ajoute encore « Un seul mot de vous, et ce serait la guerre. » Un bordereau a été retrouvé. Ce bordereau contient des preuves d'une trahison d'un officier français au profit de l'Allemagne et l'écriture ressemblerait étrangement à celle d'Alfred. Pour l'instant, Lucie ne peut parler à personne, hormis à ses parents. Pendant 3 jours, Alfred est mis au secret. Il est enfermé sans crayon, sans papier. Seuls ses geôliers viennent le voir. Ils le forcent à écrire. On lui pose aussi des questions sur ses conquêtes féminines, sur son train de vie. Le 16 et 17 octobre, Lucie et sa mère se rendent au ministère de la Guerre pour assister à l'ouverture des scellés qui ont été perquisitionnés dans l'appartement des Dreyfus. Heureusement, Lucie reçoit le soutien de ses parents. Après quelques jours, elle obtient le droit de prévenir son beau-frère, Mathieu, le frère d'Alfred, qui débarque de Mulhouse. Le 4 décembre, elle reçoit enfin une première lettre d'Alfred. Alfred est
est vraiment désespéré, il a des pensées suicidaires, mais il pense aussi à laver son honneur. Le 7 décembre, il écrit « Oh, chère France, toi que j'aime de toute mon âme, de tout mon cœur, toi à qui j'ai consacré toutes mes forces, toute mon intelligence, comment a-t-on pu m'accuser d'un crime aussi épouvantable ?» Le 19 décembre 1894 a lieu le premier procès Dreyfus. Lucie ne s'y rend pas car elle sait qu'Alfred n'aimerait pas ça. 3 jours plus tard, son mari est condamné à la déportation perpétuelle, mais elle ne perd pas espoir. Le 23 décembre, elle lui écrit « Tu seras réhabilité. Nous avons passé près de 5 années de bonheur absolu. Vivons sur ce souvenir. Un jour, justice se fera et nous serons encore heureux. Tes enfants t'adoreront. Nous ferons de ton fils un homme tel que toi. Je ne pourrais pas lui choisir de plus bel exemple. » Lucie ne sait pas vraiment ce dont son mari va avoir besoin en prison, mais elle commence à lui préparer des affaires, des vêtements chauds, des pantoufles. Le 2 janvier, elle obtient le droit de lui parler. Ils se parlent à travers une grille et ils sont surveillés par un garde. Lucie demande au général Saussier puis au général Tizer le droit d'embrasser son mari, mais cela lui est refusé. Heureusement, le directeur des prisons militaires, Forzinetti, comprend rapidement qu'Alfred est innocent, permet aux 2 amoureux de se rencontrer dans son bureau. Mathieu, le frère d'Alfred, est également présent. Lucie écrit que c'est comme si on lui arrachait des lambeaux d'elle-même. Néanmoins, elle se montre forte et pleine d'espoir. Dans ses lettres à Alfred, elle l'appelle mon garçon, elle l'encourage, elle lui donne de la tendresse. Elle dit qu'elle se force à dormir, qu'elle se force à manger pour lui. Elle fait tout pour que ses enfants ne soient pas trop impactés par l'affaire non plus. Elle leur dit « Papa est en voyage ». Le 5 janvier 1895, Alfred est dégradé, c'est-à-dire qu'il perd tous ses insignes et tous ses grades militaires, mais il a le temps de crier « Soldats, on dégrade un innocent! On déshonore un innocent! Vive la France! Vive l'armée! » Lucie n'assiste pas non plus à cette dégradation. Alfred est transféré sur l'île de Ré et à partir de ce moment, Lucie décide de ne porter plus que du noir comme si elle était veuve. Le 10 février, Lucie obtient l'autorisation de lui rendre visite, mais ils sont toujours entourés de gardes et ils ne peuvent même pas s'embrasser. Lucie supplie les gardes, propose un compromis. Ils attachent les mains d'Alfred dans son dos. Comme ça, elle pourra l'embrasser sans qu'il risque de s'échapper. Mais les gardes ont des consignes très claires et ils lui refusent même ce baiser. J'aimerais mieux voir nos enfants morts que de penser que le nom qu'ils portent est déshonoré. Alfred ne craint pas tellement les souffrances physiques, mais surtout les souffrances morales. Il dit à sa femme qu'il l'attend comme le Messie. Une semaine plus tard, il est encore transféré à l'île au Diable, une île près de la Guyane. C'est une colonie pénitentiaire française. Alfred ne veut pas en parler à sa femme, Lucie l'apprend dans les journaux, mais à partir de ce moment-là, elle n'a plus qu'une seule obsession, le rejoindre. Malgré ses multiples demandes, cela lui est refusé. Elle obtient le soutien du journal La Fronde, un journal féministe créé par Marguerite Durand. Il y a parfois un retard énorme dans ses lettres. Les lettres qu'elle avait écrites en septembre 1895 arrivent seulement en juillet. Elle envoie 500 francs à son mari tous les mois, mais ses colis n'arrivent pas toujours et elle s'en plaint d'ailleurs auprès du directeur de l'administration pénitentiaire. Elle envoie aussi des livres, mais à partir de 1896, cela leur est aussi interdit. Alfred est mis au fer, c'est-à-dire que le soir, ses pieds sont attachés avec des chaînes. En mars 1896, on découvre une correspondance entre l'attaché militaire à l'ambassade d'Allemagne et le commandant français Esterhazy. Le 16 septembre, Lucie s'adresse à la Chambre pour demander une révision du procès. Le procès d'Esterhazy s'ouvre en janvier 1898, mais il est rapidement acquitté. En réponse, Émile Zola publie son célèbre article « J'accuse ».
Suite à cet article, Lucie reçoit une lettre d'Hélène Naville. Hélène, c'est la femme d'Eugène Naville. Elle habite à Genève et elle est issue de la société bourgeoise protestante. Très vite, Hélène propose à Lucie de l'aider et une amitié naît entre les deux femmes. Hélène écrira plus tard un livre appelé Dreyfus intime. Les lettres d'Alfred sont également confiées au journaliste Joseph Reynasch et elles sont rendues publiques. L'opinion publique est de plus en plus divisée. Dans les rues, on crie mort aux juifs, on attaque des magasins qui sont tenus par des juifs et même Pierre et Jeanne ne sont pas tranquilles. Alors que Lucie les avait envoyés chez la famille à Carpentras, ils jouaient dans la cour et ils reçoivent des pierres. La maison des Dreyfus à Bar-le-Duc est aussi attaquée. Le 7 février s'ouvre le procès d'Émile Zola. Lucie est appelée à comparaître comme témoin. Le journaliste Drummond harangue les passants accrochés à un bec de gaz et la police peine à contenir la foule. Le procès dure 15 jours. Pour Lucie, c'est l'occasion de dire toute son admiration à Émile Zola, mais en même temps, dans ses lettres, Alfred se répète, il est de plus en plus affaibli et des journaux font même courir le bruit de sa mort. Le 7 juillet 1898, le député Cavagnac, un député nationaliste de droite, défend l'idée qu'Alfred Dreyfus est bien un traître. Lors d'un débat à l'Assemblée nationale, il fournit 3 documents qui seraient issus du dossier secret. Jean Jaurès, le député socialiste, affirme que les preuves ne tiennent pas. Le député Cavagnac demande donc à son officier d'ordonnance de mener l'enquête. Ce dernier découvre que l'un des documents a en fait été réalisé par le colonel Henry. Le colonel Henry avoue tout, le document est en fait un faux. Henry est arrêté, mais il se suicide dans sa cellule. Ça crée un branle-bas de combat. Cavagnac démissionne du gouvernement. Le lieutenant-colonel du paty de Clam est acculé et forcé de reconnaître une collusion. Le président du conseil, Émile Loubet, qui est un peu comme notre président à l'époque, suggère à Lucie de faire une nouvelle requête en révision du procès. Alors que sa petite fille Jeanne sort de la rougeole, Lucie est sous le choc. Elle écrit à son amie Hélène « Quel coup de foudre et quel pas gigantesque pour notre cause. Mais tant que son mari n'est pas libéré, tant que son mari n'est pas avec elle, elle refuse d'y croire. » Le 29 octobre, la Cour de cassation estime que la demande est recevable. Lucie reçoit des lettres de partout dans le monde, des États-Unis, d'Algérie, de Belgique. Il y a même les femmes du Parti ouvrier norvégien qui lui écrivent une lettre en français. Le 3 septembre 1899, elle rencontre le garde des Sceaux, le ministre de la Justice, pour une demande de révision du procès. Une semaine plus tard, le 9 septembre, le capitaine Dreyfus est de nouveau jugé à Rennes. Malheureusement, il est à nouveau déclaré coupable, mais il est finalement gracié par le président du conseil. Le 20 septembre, le couple se retrouve à Carpentras. Alfred est vraiment très affaibli par toutes ces années de torture, d'emprisonnement et de privation. Il a des crises de paludisme et le soir, il se réveille en sursaut. Mais Lucie et son mari discutent beaucoup, ils lisent des livres ensemble, ils sortent un petit peu. Pour oublier un peu tout ça, ils vont passer du temps à Genève. Lucie prend des cours d'anglais, elle reçoit beaucoup, elle reprend un peu sa vie mondaine. Mais tous les visiteurs qui rentrent chez les Dreyfus, ils ont une règle à suivre. Ils ne doivent pas parler de la condamnation et de la déportation. Le 12 juillet 1906, Alfred est enfin réhabilité. Sa dégradation est annulée. Il récupère ses grades et devient commandant. En 1910, leur fils, Pierre, qui a 19 ans, aimerait suivre les traces de son père. Il rentre à l'école centrale plutôt qu'à Polytechnique. La Première Guerre mondiale éclate. Alfred est alors âgé de 55 ans, mais il part tout de même combattre avec son fils. Lucie, elle, suit une formation pour être infirmière auprès de la Croix-Rouge. Elle travaille comme bénévole à l'hôpital Saint-Louis, mais elle n'y va que le matin et pas l'après-midi. Elle a toujours peur de ne pas en faire assez. En 1916, sa fille Jeanne se marie et en 1917, elle donne naissance à un premier petit-fils. Lucie travaille pour le comité de bienfaisance israélite. Elle s'occupe notamment des réfugiés allemands qui arrivent suite à l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Alfred demande sa carte d'ancien combattant, mais il ne
parvient pas à l'obtenir car on estime qu'il n'a pas assez passé de temps sur le front. Il décède le 12 juillet 1935 à l'âge de 75 ans, corps très affaibli et marqué par ses années de captivité. En 1940, Lucie, qui est désormais arrière-grand-mère, est aussi vice-présidente du comité de bienfaisance israélite. Elle quitte Paris pour le sud de la France. Là-bas, elle se fait appeler Lucie Duteuil. Elle perd sa petite fille Madeleine dans les camps de concentration le 14 décembre 1945, peu de temps après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elle décède finalement. En France, pratiquement tout le monde connaît l'affaire Dreyfus, mais peu de gens savent que derrière cette affaire, il y a aussi sa femme. Elle est totalement invisibilisée. Néanmoins, la correspondance d'Alfred et de Lucie a aussi inspiré une pièce de théâtre, L'amour pour résister, de Vincent Duclerc. Sachez d'ailleurs que le 18 novembre, Alfred Dreyfus a été nommé général à titre posthume. Donc c'est encore une fois une manière de le réhabiliter. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris des choses. N'hésitez vraiment pas à partager, à liker, à commenter et à très bientôt pour une prochaine vidéo.